Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Quel enfant n'a jamais rêvé de vivre dans les arbres? Ceux qui ont eu la chance de grimper aux arbres pour s'y cacher ou pour y construire une cabane savent de quoi je parle. Notre invitation au voyage n'est pas tout à fait conventionnelle. C'est un voyage dans les arbres, une aventure excitante et folle comme seuls les enfants savent en imaginer. Nous en avons tous rêvé. Le héros de ce livre l'a fait. Ce héros s'appelle Comme, Cosimo en italien. Nous sommes en 1767. Louis XVI vient d'accéder au trône. À cette époque, le nord de l'Italie fait encore partie du royaume de France. Nous sommes dans la petite ville imaginaire d'Ombreuse, en bordure de Méditerranée. Les arbres sont si nombreux encore en ce temps-là qu'on pourrait parcourir toute la côte depuis l'Espagne jusqu'aux confins de l'Italie, rien qu'en sautant de branche en branche. Le baron perché, c'est le titre du livre, écrit en 1957 par Italo Calvino. C'est l'histoire de Comme, racontée par son petit frère. Voici les premières lignes du roman. C'est le 15 juin 1767 que Comme, l'averse du rondeau, mon frère, s'assit au milieu de nous pour la dernière fois. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions dans la salle à manger de notre villa d'Ombreuse. Les fenêtres encadraient les branches touffues de la grande yeuse du parc. Il était midi. C'est à cette heure-là que notre famille, obéissant à une vieille tradition, se mettait à table. Je me rappelle que le vent soufflait, qu'il venait de la mer et que les feuilles bougeaient. Savez-vous ce qu'est une yeuse? On se doute bien que c'est un arbre, lieuse. Alors on pense au féminin des yeux. Yeuse. On imagine un tronc noué, l'écorce tourmentée qui dessinerait un œil, des yeux. On imagine des petits habitants un peu partout, cachés dans le feuillage, et des milliers de petits yeux qui s'y cachent. Lieuse, c'est tout cela à la fois. Lieuse est tout simplement un autre nom pour le chêne vert, un nom occitan pour l'un de ces arbres énormes et tortueux qui, sur le sol sec des garrigues, se fait plusieurs fois centenaire. Tout commence donc par un simple repas de famille. Italo Calvino consacre tout le premier chapitre du livre à présenter les personnages qui vivent dans la maisonnée et à expliquer les circonstances de la dispute fatidique à la suite de laquelle Comme tient tête à son père et grimpe dans l'ieuse du jardin, faisant le serment de ne plus poser son pied sur le sol des hommes. Imaginez, dans la salle à manger, autour de la table, nous découvrons le père, un baron, très à cheval sur les bonnes manières, obsédé par des questions de généalogie qui devraient lui accorder le titre de duc. À ses côtés, sa femme, obsédée, elle, par les carrières militaires. Ils ont 3 enfants, Comme et son petit frère, et une fille aînée habillée en nonne. Près des enfants, l'abbé Fauchelafleur, le précepteur, un petit vieillard sec et ridé, selon l'expression de Calvino, complètement dépassé par l'intrépidité des 2 garçons. Enfin, il y a le frère illégitime du père,
chevalier, avocat, hydraulicien et soi-disant régisseur de la propriété, dont on ne comprend pas bien au début du livre pourquoi il vit ici. L'écriture d'Italo Calvino est si drôle, si savoureuse. Le narrateur, Benjamin de la Famille, insuffle à son récit la distance nécessaire pour nous accrocher un sourire aux lèvres jusqu'au bout du roman. Entrez dans le tourbillon de cette maisonnée. Écoutez. Nous grimpions aux arbres, nous remontions les torrents en sautant d'un rocher à l'autre, nous explorions les cavernes au bord de la mer, nous nous laissions glisser le long des balustrades des escaliers de la villa. Une de ces glissades fut pour Com l'origine d'un de ces heurts les plus graves avec nos parents. Puni injustement, à son avis, il nourrit dès lors contre la famille, ou la société, ou le monde en général, une rancune qui se manifesta par la suite dans sa décision du 15 juin. À vrai dire, on nous avait déjà interdit de nous laisser glisser sur les rampes de marbre de l'escalier. Non de peur que nous nous cassions jambes ou bras, nos parents ne se soucièrent jamais de cela, si bien qu'effectivement nous ne nous cassâmes jamais rien. Mais parce que, croissant en taille et en poids, nous risquions de renverser les statues d'ancêtres que notre père avait fait placer sur de petites colonnes surmontant les balustres à chaque palier. Com avait déjà fait dégringoler une fois le trisaïeul l'évêque, avec sa mitre et tout. Puni, il avait appris à freiner son élan un instant avant d'arriver au palier et à sauter en bas au moment précis où il allait cogner la statue. Un jour, qu'il glissait sur la rampe comme une flèche, qui donc monta l'escalier? L'abbé Fauchelafleur, son bréviaire ouvert à la main, avec le regard fixé vide d'une poule. Si seulement il avait été à moitié endormi, comme d'habitude. Non, il était dans un de ces moments d'extrême lucidité, d'attention à tout ce qui l'entourait. Il voit comme, il pense, la rampe, la statue, il va s'y cogner, on va aussi me faire des reproches. Il se jette sur la balustrade pour retenir mon frère. Com vient cogner l'abbé, l'entraîne tout le long de la rampe. Le petit vieillard n'avait que la peau sur les os, se trouve dans l'impossibilité de freiner et vient heurter avec 2 fois plus d'élan la statue de notre ancêtre. Tout le monde dégringole au pied de l'escalier, l'abbé, Com et l'ancêtre pulvérisés. Il était en plâtre. Ce furent des réprimandes à n'en plus finir, des coups de fouet, des pensums, la réclusion, le régime de pain sec et de soupe froide. Et Com, qui se sentait innocent, ce n'était pas sa faute, mais bien celle de l'abbé, eut cette invective féroce. « Je me fiche de vos ancêtres, monsieur mon père. » Sa vocation de rebelle s'annonçait déjà. Voilà pour les garçons. Quant à la sœur, curieusement prénommée Baptiste, et tous les jours déguisée en nonne, c'est une rebelle aussi, à sa façon. Voici pourquoi elle tient sa part de responsabilité dans la dispute qui conduira Com à grimper dans les arbres. Les plats préparés par Baptiste étaient de la très fine orfèvrerie animale ou végétale. Des têtes de chou-fleur ornées d'oreilles de lièvre étaient posées sur une collerette taillée dans la peau du même animal. D'une tête de porc sortait, comme si le porc eût tiré la langue, une langouste bien rouge. Et des pinces de la langouste présentaient à leur tour la langue de porc, comme si elles la lui eussent arrachée. Il y avait aussi les escargots. Baptiste était parvenu à décapiter je ne sais combien d'escargots, et elle avait piqué ces têtes molles de petits chevaux avec un cure-dent, je pense, sur autant de beignets. Quand on les servit à table,
on crut voir une troupe de cygnes minuscules. Ce qui impressionnait, plus encore que la vue de semblables friandises, c'était de penser aux ailes, à l'acharnement avec lesquels Baptiste les avait préparées, d'imaginer ses mains fluettes aux prises avec ces menus corps d'animaux. La manière avec laquelle les escargots inspiraient la macabre imagination de notre sœur nous poussa, mon frère et moi, à une révolte faite de solidarité avec ces pauvres bêtes torturées, de dégoût pour leur saveur et de fureur contre tout et contre tous. Il ne faut pas s'étonner si ce fut là l'origine du geste prémédité de Côme et de ce qui s'ensuivit. Je ne vais pas vous révéler le plan ingénieux que les deux garçons élaborèrent pour aider les escargots captifs à sortir de leur tonneau. La cave, le miel, la sœur qui chasse les rats la nuit, qui tire un coup de fusil, le personnel à moitié nu qui accourt, le père avec son sabre, l'abbé sans sa perruque. Bref, la nuit de l'évasion des escargots est rocambolesque. Les complices sont arrêtés et mis au cachot. 3 jours de pain sec. Le 4e jour, enfin un vrai repas à table. Et devinez ce qu'on leur sert au menu? Eh oui, une soupe à l'escargot. Côme refuse catégoriquement d'en manger. Son père se met en colère. Côme s'entête. Son père aussi. C'est alors que Côme se lève, se précipite au jardin, grimpe dans l'ieuse et il n'en descendra plus. C'est ainsi que commence l'aventure du baron perché. Le monde des arbres. Cela pourrait passer pour un monde restreint, immobile, monotone. Détrompons-nous. Il s'en passe des choses là-haut. La vie dans les arbres, Italo Calvino n'a pas son pareil pour nous en parler. L'olivier, le sorbier, le mûrier, le noyer. J'aimerais vous lire un passage consacré au figuier. Installez-vous dans le hamac, là, accroché au figuier. Rejoignez Côme. Fermez les yeux. Le monde, désormais, s'était transformé. Il était fait de ponts étroits et incurvés, tendus dans le vide, d'écorces où nœuds, écailles et rides semaient leur rugosité. Il baignait dans une lumière verte qui changeait avec l'épaisseur et la consistance du rideau de feuilles tremblant au bout de leur pédoncule, sous le moindre souffle d'air, ou ondoyant comme une voile lorsque l'arbre s'inclinait. Notre monde à nous se nichait dans les bas-fonds. Nous avions des silhouettes bizarres et ne comprenions assurément rien de ce qu'il percevait chaque nuit. Le travail du bois, qui gonfle de ses cellules les cercles marquant les années au cœur des troncs. Les moisissures qui dilatent leurs plaques au vent du nord. Le frisson des oiseaux endormis qui blottissent leur tête au plus doux de l'aile. L'éveil de la chenille et l'éclosion de la pie griège. Il est un moment où le silence de la campagne se forme, au creux de l'oreille, d'une menue poussière de bruit. Un croassement, un glapissement, un froissement furtif dans les herbes, un clapotis dans l'eau, un piétinement entre terre et cailloux, et, dominant tout autre son, le crissement des cigales. Les bruits se mêlent l'un à l'autre. Louis parvient toujours à en discerner de nouveaux. Comme sous les doigts qui cardent un flocon de laine, chaque nœud se révèle fait de brins plus fins, plus impalpables encore.
Les grenouilles ne cessent de coasser, et cette basse continue ne trouble pas plus le fourmillement sonore que la continuelle palpitation des étoiles ne change la lumière de la nuit. Mais que s'élève ou que passe le vent, tous les bruits aussitôt se transforment et se renouvellent. Seul reste, au plus profond de l'oreille, l'ombre d'un mugissement ou d'un murmure, celui qui vient de la mer. C'est une véritable musique qu'Italo Calvino nous décrit là. Le silence dans les arbres, la nuit. La musique que vous entendez derrière ma voix est particulièrement inspirée par ce livre d'Italo Calvino. Il s'agit de l'extrait d'un spectacle musical imaginé et réalisé par Claire Diterzi en 2018, intitulé « L'arbre en poche ». L'arbre en poche, c'est l'anagramme du baron perché. Claire Diterzi rend hommage à ce héros libre et inventif. Il y a là beaucoup d'humour et de malice, comme toujours dans ses albums. Venez découvrir ces titres sur notre site, tout avec presque rien, et en visitant notre page consacrée au baron perché. Depuis son royaume dans les arbres, Côme traverse le siècle des Lumières. Il vit à sa façon la Révolution française, puis l'annexion de sa région à l'Italie. Il vit des aventures inouïes, des rencontres insolites, des amours tumultueuses. Il se rend célèbre pour son entêtement et ses idéaux. Il rencontre des personnages illustres, dont le grand Napoléon. Et finalement, du haut de ses refuges perchés, Côme nous invite à revisiter l'histoire avec un grand H. Le baron perché, c'est une fable, un conte philosophique qui nous fait rire et rêver, qui nous fait réfléchir aussi. C'est un conte philosophique. Ce roman nous fait penser à un Voltaire moderne qui viendrait d'Italie, à un Rousseau et à tous les mythes qui nous parlent de nature et de connaissance, de solitude et d'idéal. À travers le regard de Côme, Italo Calvino propose une lecture inédite du siècle des Lumières et tend au lecteur un miroir intemporel de ses travers sociaux. Paradoxalement, c'est encore une fois un marginal qui parlera le mieux de la nature humaine. Pour preuve, ce petit dialogue entre Voltaire, mais oui, le grand Voltaire, et le frère de Côme. C'est pour approcher du ciel que votre frère reste là-haut. Mon frère soutient, répondis-je, que pour bien voir la terre, il faut la regarder d'un peu loin. Voltaire apprécia beaucoup cette réponse. Jadis, conclut-il, c'était seulement la nature qui créait les phénomènes vivants. Maintenant, c'est la raison. Un phénomène vivant. Voilà une expression que je vais emprunter à notre cher Voltaire. Le baron perché, c'est un phénomène, un prodige, une curiosité propre à divertir, mais qui nous instruit bien au-delà des apparences. C'est bien un conte où le fantasque rejoint la philosophie. Merci, Italo Calvino. Nous voilà tous au perché avec votre baron. J'ai pris grand plaisir à lire et rire avec vous autour de ce petit bijou de la littérature italienne. Je vous invite à lire le livre en entier, vous ne serez pas déçus. Si vous souhaitez retrouver les références, les musiques qui ont accompagné ma voix, revisiter l'histoire franco-italienne de la Ligurie, découvrir des liens, des images, des réflexions inspirées de ce roman, je vous donne rendez-vous sur la page que nous lui avons consacrée
sur notre site intitulé Tout avec presque rien. À bientôt!